Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Marie Diouf. Il est consultant formateur en management des organisations. Monsieur Diouf, bonjour et surtout merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci Bayrimar. Après les remerciements que je formule à votre endroit et l'appréciation positive que je fais de votre émission, Merci. Je commence par m'honorer de l'initiative prise par Monsieur le Président de la République pour le consensus qu'il a eu à chercher avec les parties prenantes de ce pays. Rendre hommage aussi au personnel médical pour sa constance dans l'engagement, l'abnégation et le professionnalisme avec lequel il a pu tenir cette pandémie ou cette épidémie au niveau de notre pays. Rendre hommage aussi au corps habillé pour la détermination avec laquelle ils sont en train de suivre les mesures édictées par le président de la République. Alors, M. Diouf, nous parlons de Covid-19, qui reste la principale préoccupation. D'abord, l'état du monde par rapport à cette pandémie. Si certains pays commencent à entrevoir la phase descendante de la courbe d'évolution, d'autres attendent le pic, mais à l'échelle mondiale, les chiffres continuent à enfler. Pour ce qui est du Sénégal, on a dénombré 8 cas positifs à la date de ce samedi 19 avril 2020. 8 cas positifs, 5 cas de transmission communautaire et 3 cas contacts. Alors, premier commentaire. Merci Bayomar. En fait, pour ce qui concerne les cas, d'abord il faut voir que les pays touchés par le Covid déploient des stratégies d'endiguement de la pandémie. Cependant, nous pouvons noter que la plupart d'entre ces pays parviennent à tirer leur épingle du jeu pour l'instant. On voit l'efficacité de leur stratégie. On peut citer parmi ces pays la Norvège, la Corée, la Chine, mais il faut s'attendre à ce que ce virus-là récidive aussi dans leur pays. Donc pour l'instant, on ne peut pas donner une appréciation. Pour ce qui concerne le Sénégal, les stratégies développées aussi sont assez importantes. Cependant, nous avons quelques ratés. Pour ce qui concerne l'implication des couches sociales, le retard dans les prises de décision, notamment la fermeture des frontières, le port de masque, l'installation tardive du comité de pilotage et de gestion, les lacunes constatées sur la composition du comité de pilotage, je parviens toujours pas à comprendre la non-implication de l'IGE et du BOM, qui sont des structures quand même qui ont maîtrisé les rouages de l'État ou bien qui en ont une connaissance assez importante, assez profonde, au point que cela aurait pu nous éviter le débat d'hier sur les marchés et les transports de denrées. Alors, les laisser passer avec le pouvoir déconcentré aussi, il fallait peut-être définir un minimum de critères pour faire peser le poids de l'autorité et la fermeté pour l'harmonisation et la mutualisation des pratiques au niveau des préfets et des gouverneurs. Ça n'a pas été le cas. Quand je vois les marchés et les boutiques qui sont bondés de personnes sans masque, je frémis. J'ai aussi noté que l'OMS, la France et notre propre gouvernement ont fait profil bas pour ce qui concerne le port des masques. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens de faire un dépistage massif, peut-être, compte tenu de la faiblesse de notre économie. Mais cela ne veut pas quand même dire que nous sommes en train, de façon stratégique, de gérer correctement cette pandémie. Ce qui nous amène à la conclusion selon laquelle il n'y a pas de stratégie, mais nous sommes à un pilotage à vue de cette épidémie-là. Pour vous donc, le Sénégal n'a pas jusqu'ici développé une stratégie conforme à notre façon de vivre. Où est-il donc à la remorque des autres stratégies, le Sénégal? Évidemment, on ne peut pas le dire. Il y a la spécificité sénégalaise sur ces questions, mais la manière dont la pandémie est gérée au niveau de notre pays quand même permet de dire que cette stratégie-là, elle n'est pas mise en place, même si après on a eu un plan de résilience économique et sociale.
qui est venu après, quand même, nous pouvons dire que pour l'instant, cette pandémie-là n'est pas prise en charge correctement. Du moins, la gouvernance pose problème et le système de pilotage aussi. Oui. Alors, qu'en est-il des cas qui sont déclarés? Pour ceux qu'on parle de cas importés, on en a parlé, mais de plus en plus, on parle de cas de transmission communautaire qui sont d'ailleurs source d'inquiétude avec ce troisième mort à Ziguinchor. Est-ce qu'on est loin du pic? Ce qui m'intéresse d'abord, ce n'est pas le pic, mais comment éviter ce qui peut nous amener au pic. En fait, la fermeture de frontières a réglé la question des cas importés, sauf si on interroge la zone d'incertitude. Ceux qui sont rentrés à pied au Sénégal, les mécanismes déployés ont-ils pu localiser et identifier tous les revenants? S'ils existent, ne sont-ils pas à l'origine de certains cas communautaires? C'est des questions qui sont là. Donc le chiffre noir est là et sociologiquement, il est difficile à appréhender et ça me pose problème. Et ce tableau nous a conduit à percevoir la complexification d'abord de la situation avec l'évolution cas importés, ensuite cas contact, ensuite cas communautaire. On voit donc cette complexification et qui a amené la surcharge de l'angoisse. Cette surcharge de l'angoisse va être doublée par la complication qui est aujourd'hui caractérisée par le cercle vicieux qui est entre les cas contacts et les cas communautaires. Un cas contact produit un cas communautaire parce que finalement ça évolue de cas contact à cas communautaire et après cas communautaire, si on identifie un sujet avec un cas communautaire, il va créer encore des cas contacts. Donc, c'est une sorte d'aller-retour, de va-et-vient, de cercle vicieux entre cas contact et cas communautaire et ça pose problème. Et à chaque fois qu'un individu contracte le virus, on ne sait pas s'il est porteur sain, asymptomatique, ou si réellement on peut le détecter, le délocaliser, l'identifier très tôt. Et nous sommes une société fortement communautarisée au point qu'il est difficile de faire le traçage de ces cas communautaire ou contact au niveau de la communauté parce que rapidement nous savons que nous avons beaucoup de cérémonies, en plus nous avons beaucoup d'événements. Évidemment, c'est pas comme l'Europe où pratiquement il y a beaucoup de voyages où les gens vont dans les avions et autres, mais nous c'est peut-être un traçage interne qui fait que les gens bougent à tout moment et difficile donc de retracer ces cas contacts avec les cas communautaires et le cercle vicieux là pose problème. Oui. Alors, justement, avec ces cas qui augmentent de plus en plus, est-ce qu'on n'assiste pas là à l'essoufflement ou à un certain relâchement de la riposte? Bon, je ne pense pas. C'est vrai qu'on ne procède pas à l'examen virologique d'une masse critique de personnes parce qu'on n'a peut-être pas les moyens, mais je ne pense pas que nos autorités sont essoufflées. Elles sont loin d'être essoufflées. Néanmoins, il faut l'admettre. Et admettre que certaines d'entre elles sont habitées par une panique. Ça, quand même, il faut l'admettre. Tous les ministres qui se sont exprimés, d'ailleurs, l'ont fait dans le sens de ce dont ils sont chargés. Et on ne sent pas l'harmonie même. Quand un ministre, par exemple, du pétrole va faire une communication, on ne sent pas l'harmonie entre la santé et le pétrole pour ses sorties, pour l'énergie et autres. Donc ça pose déjà des problèmes d'harmonisation, de cohérence dans la démarche. Vous voyez. Donc c'est le cadre aussi, j'en profite pour évoquer le cas de nos cadres qui sont partis en mission, qui devraient rentrer après leur mission parce qu'ils avaient l'opportunité, en rentrant avec les avions français qui venaient prendre les citoyens français. Je crois qu'avec la diplomatie sénégalaise qui ne souffre pas du tout, on pouvait quand même faire rentrer nos cadres-là et quitte à les mettre en quarantaine et leur permettre demain de rejoindre leur service et continuer de travailler. Mais imaginez un cadre qui n'a plus les moyens qu'on laisse quand même dans cette situation, ça pose problème. Ça pose problème, vous avez dit, mais toujours dans le cadre de l'organisation concernant la riposte face à la pandémie du Covid-19, dans la communication gouvernementale, on met l'accent sur les guéris.
cela n'a-t-il pas pour conséquence, selon vous, que l'on peut dompter le virus? Bonne question, M. Gueye. Mais en fait, moi j'ai l'impression que nous n'avons pas de plan de communication. Et ce qui est inadmissible. Parce qu'en réalité, dompter le virus va être difficile compte tenu des cas de la communautarisation de cette pandémie-là. Parce que la chaîne de transmission étant dans une zone d'incertitude, il est difficile, donc ça pose problème. Mais la riposte devrait plutôt concerner le plan de communication. Alors, parce que les règles élémentaires de communication n'ont pas été prises en charge. Les communicants, oui. Il faut peut-être les identifier. Nous savons au Sénégal que les chefs religieux sont bien écoutés par leurs talibés, par exemple. Nous avons diverses composantes de la société. La communication a aussi une question importante. C'est qu'après les communicants, il faut les canaux de communication, évidemment. Mais il faut le contenu, le message de la communication. Ça a été bien identifié, déterminé. Mais par contre, nous n'avons pas de cible. J'ai l'impression que les gens s'adressent à la population sénégalaise alors que nous avons des populations sénégalaises. C'est-à-dire? Les populations sénégalaises, c'est-à-dire il y a les chauffeurs et les apprentis d'un côté, il y a les maires qui doivent parler à leur population de l'autre, il y a les boutiquiers à qui il faut s'adresser, il y a les Badianougor, il y a donc une pléthore de composantes de la société. Et il faut à chaque fois prendre comme cible ces personnes-là. Vous voulez parler d'une communication ciblée? Communication ciblée. Et dans ce cas, il faut peut-être, au moment de la communication, inviter les intéressés eux-mêmes à venir communiquer avec les siens. Parce que quand vous prenez un boutiquier assez de renom, un boutiquier assez renommé, vous lui dites, vous venez maintenant, bien chaque semaine, on va changer de boutiquier, ils vont s'adresser au boutiquier pour qu'on n'observe plus ces 4, 5, 6 personnes dans une boutique qui ne peuvent pas respecter la distanciation sociale. Donc ça pose problème. Donc le fait d'avoir des cibles, parce que communiquer aussi, c'est s'adresser à des cibles, mais pas s'adresser à une masse aveugle qui va être insouciante du message d'abord. Vous voyez. Donc il faut, pour ce point de vue, pour voir l'incidence sur la population, il faut aussi diversifier les canaux de communication. Oui. Aujourd'hui, les canaux sont diversifiés, mais c'est la cible qui pose problème. La cible par rapport justement à notre spécificité en parlant de cas de transmission communautaire. De ce point de vue, vous êtes pour l'adaptation de la riposte ou la changer ou la transformer? Il faut carrément la transformer, la faire évoluer pour une amélioration continue de cette communication. Et il nous faut un plan de communication rationnellement élaboré et qui va permettre à l'autorité de l'évaluer au fur et à mesure que nous avançons dans cette pandémie et de pouvoir rectifier ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ce que nous avons constaté, ou du moins ce que moi j'ai constaté, c'est que les populations sont insouciantes. Ah oui? Oui, parce que quand vous voyez au marché des gens qui ne portent pas le masque, parce qu'il faut le reconnaître, hein, dans les boutiques, dans les transports, alors qu'aujourd'hui le masque devrait être une obligation. Je ne sais pas pourquoi l'État tarde à prendre cette mesure-là, comme il avait tardé à fermer les frontières. Donc il tarde à prendre des décisions assez importantes pour lancer le processus et mieux le cerner, mieux le gérer. Malheureusement. Mais dans le transport, il y a un transporteur qui a pris une décision justement de rendre obligatoire le port de masque avant d'emprunter les bus. Ça vous renseigne quoi? Oui, mais ça, est-ce que c'est effectif? Le problème, c'est le problème d'effectivité. De la mesure. Une chose, c'est de prendre la mesure, une autre est de l'appliquer. Une autre est de suivre la mesure et de l'évaluer pour voir là où le bas blesse et essayer d'apporter les correctifs nécessaires. Vous voyez? C'est-à-dire pour vous, à défaut justement d'adopter un dépistage massif, au moins l'autre versant, c'est rendre obligatoire le port de masque. Oui, c'est une des mesures d'évitement parce que
j'appelle évitement tout ce paquet de services-là qui consiste au lavement des mains, au fait de tousser sur le creux du coude, la distanciation sociale, et j'en passe. Donc, tout cela permet d'éviter de contracter le virus. Ce qui fait que si on avait amené les populations à prendre conscience de la nécessité de s'appliquer les mesures barrières, et là, ça aurait pu nous permettre de gagner en efficacité. Parce qu'aujourd'hui, la question a évolué. Au départ, c'était une question sanitaire. Aujourd'hui, c'est devenu une question sociologique. Où il faut impliquer tous les acteurs en même temps, et les suivre, les coordonner, les réorienter. Je ne crois pas que ça soit la préoccupation de ce comité de gestion qui est installé au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Oui. Bon, je ne sais pas trop, oui, parce que je n'y suis pas allé, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais au vu de ce qui se passe sur le terrain, en réalité, je crois que ça, il y a encore des manquements à ce niveau. Très bien. Oui, justement, nous restons dans ce cadre. Et d'ailleurs, concernant la stratégie, tout semble indiquer que le citoyen lambda s'intéresse beaucoup plus à la distribution des vivres et à l'argent qu'à observer les mesures, les barrières dont vous faites allusion, les mesures sanitaires indiquées. Évidemment, ça, il faut le reconnaître. C'est aujourd'hui, il n'a pas les salles de le dire, parce que dans les coins de rue, un peu partout, à la radio, on en parle. Et on s'en plaint. On voit les populations qui sont là, inconscientes, insouciantes, et qui tardent à prendre conscience de la nature de cette pandémie, de la gravité de cette pandémie. Malgré tout ce qui se passe dans les autres pays, c'est comme si on n'avait pas d'oreille pour entendre, on n'avait pas d'yeux pour voir. Et on n'avait pas d'œil pour voir. Ce qui pose aujourd'hui la question de l'efficacité de notre stratégie. Alors là, vous vous interrogez sur la stratégie qui est adoptée jusqu'ici, mais vous l'avez dit aujourd'hui, c'est évaluer cette stratégie avec justement ces mesures qui ont été prises, notamment la distribution des vivres, la distribution du riz, mais aussi tout ce qui s'accompagne à ces mesures. Quelle évaluation aujourd'hui, qu'il y a encore des correctifs à apporter? Ah oui, pour la distribution des vivres, par exemple, je crois qu'il n'y a pas eu de concertation préalable sur cette question. Parce que si en aval, on avait impliqué les populations, on aurait dû prendre ou faire le choix entre des bons qu'on aurait déposés, peut-être l'argent qu'on aurait bancarisé, ou d'autres moyens, au lieu d'acheter du riz à donner à tout le monde, alors que peut-être que ces personnes-là qui sont vulnérables, qui sont dans le besoin, n'ont pas les mêmes besoins en riz. Il y a peut-être des gens qui peuvent avoir du riz. Si je vais du côté du Waalo, par exemple, ou de la Casamance, ou dans le delta du Saloum, les gens peuvent avoir du riz à leur portée. Si vous leur apportez du riz, qu'est-ce que ça va signifier après? Donc, si on avait pu discuter, peut-être on aurait pu trouver des solutions locales par rapport à ça. Mais malheureusement, l'État a décidé d'acheter des vivres et de les remettre aux populations. Alors, oui. Pour corriger, Oui. en fait, ce qui se passe, parce que j'aurais appris, en réalité, qu'il y a des zones où vraiment les gens sont dans un besoin alimentaire assez énorme. Ça peut être la préoccupation du gouvernement, mais ça ne peut pas faire tache d'huile dans tout le pays. Mais parce qu'on parle de pauvreté, à l'échelle de la pauvreté. Oui, on constate la paupérisation de nos masses, ça c'est évident. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit avoir la même stratégie, les mêmes solutions pour divers besoins de nos populations. Oui, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection et que l'invité c'est Marie Diouf. Marie Diouf est consultant formateur en management des organisations. Alors, Monsieur Diouf, nous en venons à la stratégie. Jusqu'ici, interrogation autour de cette stratégie. Selon vous, quelle stratégie aujourd'hui mettre en place pour stopper ces cas communautaires? Est-ce qu'on s'y est pas pris trop tard? Effectivement, Oumar, je vous rejoins. On s'y est pas pris trop tard. Tard, oui, on peut le dire,
Mais ce qu'on peut noter d'abord, c'est l'élan qui est frappé d'une timidité hors norme, avec un manque de diligence et de célérité dans certains cas. J'ai évoqué la fermeture des frontières, etc., la non-obligation de porter le masque, etc., etc. Nous avons l'expérience de la distribution de la chloroquine. Est-ce qu'il y a un stock qui permet de distribuer par semaine de la chloroquine pour prévenir ce Covid? Et en réalité, nous avons peut-être une satisfaction, c'est que le taux de létalité 3 sur 350 peut nous satisfaire, mais l'inquiétude demeure au niveau des cas communautaires. Alors, faut-il travailler à cette distribution de médicaments? De toute façon, je n'ai pas la compétence d'en parler. Les politiques et les médicaux pourront peut-être le faire. Mais pour ce qui nous concerne réellement, il faut l'élaboration d'un plan de communication, faire parler les différentes personnes, tous les transporteurs, les marabouts, les délégués de marché, j'en passe, Badjenogor, que sais-je encore, le contrôle citoyen. Parce que si moi je m'auto-confine, je dois pouvoir donner l'exemple dans ma cité et en parler aux gens et contrôler maintenant les autres. Autant ils vont me contrôler, mais autant moi je vais les contrôler. Et on va faire des échanges, harmoniser les pratiques. Et au niveau maintenant de la gestion des laissez-passer, je crois que l'État devrait pouvoir définir un certain nombre de critères et laisser l'initiative pour les particularités locales, voire territoriales. Parce que j'ai l'impression que nos autorités territoriales sont débordées. On a vécu l'expérience de Touba où il y avait une demande qui a tardé à être exploitée au point que la dame a pu rendre l'âme. Et s'il y avait un certain nombre de critères, peut-être que l'organisation devrait permettre, à chaque fois que les demandes arrivent, qu'on puisse les classifier et en fonction des classements, si ça rentre dans les critères, l'autorisation, le laisser-passer automatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème d'organisation réel pour la prise en charge de ces questions-là. C'est un problème de gouvernance, un problème de pilotage qui fait que nous devrions pouvoir aller à une harmonisation de ces pratiques et nous orienter réellement vers l'efficacité de la prise en charge de ces cas communautaires qui nous posent problème et qui inquiètent. Et j'ai vu à travers les médias l'inquiétude du professeur Seydi, l'inquiétude de nos professionnels de la santé qui en parlent tout le temps. Il est temps de confiner. Je ne crois pas que le confinement soit une solution au Sénégal parce que nous avons vu des gens qui vivent au jour le jour, des gens qui vont envoyer du wari le soir, de l'argent au wari le soir avec 3 000, 5 000 pour faire vivre leurs parents dans l'arrière-pays. Donc on a vu certaines pratiques au point que si aujourd'hui on va au confinement, ça veut dire qu'on va aller au confinement total. Au confinement total. Vous n'êtes pas pour? Non, je ne peux pas être pour le confinement total. Pourquoi de ce que je viens de dire. Des gens qui vivent au jour le jour. J'ai vu dans certains quartiers, les gens se lèvent le matin, ils vont en ville, trouver la dépense quotidienne qu'ils vont envoyer. Avant, ils sortaient avec des enfants qu'ils envoyaient avec l'argent. Aujourd'hui, c'est avec le Wari, Orange Money qui parvient. Ils ne peuvent pas le faire avant oui, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ils vivent au jour le jour. Donc ça pose problème. Si aujourd'hui on confine ces gens, évidemment, il vaut mieux la faim que cette catastrophe, l'explosion, mais avec la faim aussi, le ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, justement, de ce point de vue, est-ce que pour vous, le Sénégal, compte tenu de cette période que nous sommes en train de traverser, avez-vous l'impression que la période que nous traversons peut être moteur de changement au regard de la faiblesse de notre système social, de notre système éducatif et sanitaire, entre autres? Moteur de changement, oui, et non à la fois. Pourquoi oui? Parce que nous sommes en train de prendre en charge une question. Et j'ai salué quand même la volonté des autorités. C'est qu'au niveau de la pratique, il y a quelques lacunes qu'il faut constater. Mais en fait, donc, ce moteur de changement, il existe. Cependant, alors je mets un bémol sur la résilience, qui prise seule est réductrice de la stratégie. Car la résilience doit être appuyée par l'agilité. L'agilité, c'est la prospective. Alors, dans une logique d'amélioration continue, pour réconcilier dans une approche systémique les différentes composantes de la société,
Et il faut préparer cette agilité stratégique, organisationnelle, technologique, technique, culturelle, humaine, et prendre en charge la question de la proactivité. Parce que la réactivité seule ne suffit pas. La résilience et la proactivité sont l'envers et l'avers de toute une situation politique qu'il faut prendre en charge. Ouais. Et par là, peut-être revenir sur le portage de valeurs. Parce que le mal de la société sénégalaise, c'est que nous avons un déficit dans le portage de ces valeurs qui pourtant ont consacré la grandeur, la fierté de notre nation, la fierté des populations, la fierté du Sénégalais. Alors il faut peut-être qu'on revienne à ces valeurs pour la référence à ces valeurs. Durkheim parlait d'anomie, c'est le manque de référence aux valeurs, mais en fait, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que les normes, les rites qui offrent un cadre aux façons de penser, d'agir ou de décider doivent pouvoir nous galvaniser. Ouais. Alors, d'une part, vous avez les mesures d'accompagnement, les denrées et autres qui sont distribuées. De l'autre côté, il y a le combat contre la propagation de la pandémie. Faudrait-il harmoniser ou par quelle stratégie devront justement procéder? Évidemment, vous avez parfaitement raison. Il faut harmoniser les pratiques par la communautarisation de nos pratiques. La référence aux mesures barrières que nous devons faire. Mais ensuite, booster le système social. Aujourd'hui, nous avons un système social en déclin. Il faut le booster pour que les gens reviennent à cette solidarité. Je crois qu'on en reparlera vers la fin de l'émission avec les perspectives. Oui. Mais en fait, ce qui nous concerne le plus, c'est de voir en fait dans ce système social de solidarité les cérémonies que nous organisons. Il y a des gens qui rechignent toujours à organiser ces cérémonies-là, à les tenir. Les boutiques, vous entrez, il y a 4-5 boutiques, alors 5 personnes dans une boutique, alors qu'une seule personne achète, les autres peuvent attendre dehors pour respecter cette distanciation sociale. Dans les pharmacies, un peu partout, au marché, etc. etc. Donc on doit pouvoir comprendre, faire comprendre à nos populations que réellement, il faut qu'on aille vers ce portage de valeurs qui devra nous permettre de faire référence à ces mesures barrières qui vont éviter la communautarisation de la transmission. Parce que l'essentiel et l'objectif pour l'État et pour toutes les populations, c'est de rompre cette chaîne de contamination. Si nous ne parvenons pas à rompre ce maillon de cas communautaire qui est devenu un maillon, qui est devenu une épine sous notre pied. Mais comment inverser cette courbe de transmission? Comment l'inverser? Mais justement, en impliquant tout le monde, mais ensuite, en diversifiant les messages qu'on donne et les acteurs, les communicants, mais en plus, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit tantôt que c'est un problème, c'est devenu un problème sociologique. Donc, il faut agir sociologiquement. Et en plus, booster le système scolaire. Aujourd'hui, les gens sont en train de mettre en place un e-éducation qui me pose d'ailleurs problème. Ah oui? Parce que pour ce e-éducation, il faut des outils. Tout le monde n'a pas les outils. Quand l'électricité ne fait pas défaut, c'est le Wi-Fi qui fait défaut. Quand le Wi-Fi ne fait pas défaut, parfois c'est la disponibilité des gens qui fait défaut. Et en plus, il y a d'autres outils. Par exemple, l'ordi ou la télé, le réceptif pour pouvoir suivre. Et quand est-ce qu'il faut suivre? Et si l'élève a des préoccupations particulières, par exemple, 10 élèves à la fois ont une préoccupation particulière, est-ce que le temps va permettre de régler les préoccupations de ces élèves? Donc ça pose un problème déjà de contact. Alors que le système scolaire doit être boosté. Comme je le disais tantôt, l'administration doit être boostée. Et là aussi, je pose un autre problème. Parce que j'ai vu que le temps de travail a été réduit de 9h à 15h. Ce qui me pose problème. Parce qu'en réalité, dans un pays où les gens semblent dire, moi ce n'était pas mon cas parce que j'ai un vécu à la fonction publique, il arrivait que je sois au bureau à 7h20, 7h25, avant 8h.
Mais il y a des gens qui arrivent à 9 heures régulièrement et qui rentrent à 14h, 15h. Si vous réduisez ce temps de travail, alors que les informations sont données à 10 heures, ils arrivent à 9 heures, ils prennent le temps de prendre leur petit-déj, ce contre quoi d'ailleurs le président Dia s'était complètement, parfaitement opposé au niveau du building administratif. Le fait de prendre son repas au lieu de travail, ce qui va amener les cafards et autres. Hein? Donc, ce temps, 9h, 10h, les gens évacuent à d'autres besoins. Ensuite, 10h, à partir de 10h, c'est les commentaires sur les résultats. Vous voyez, des examens virologiques. Et après 10h maintenant, vite 15h, les gens quittent. Alors, dans un truc où aujourd'hui on demande mieux d'administration, cette demande de mieux d'administration devrait pousser l'État, puisqu'aujourd'hui on a demandé peut-être au chef de division seul de se présenter régulièrement, les autres maintenant ils viennent de temps à autre. Ça veut dire que au lieu de booster l'administration, au contraire on est en train de l'enfoncer. Ça pose problème. Parce que, je disais, ce déficit de rendement, de productivité au niveau de la fonction publique. Parce que le temps de présence n'équivaut pas au temps de travail. Ouais, on peut être présent et ne rien faire. Il y a un défaut de production. C'est les lenteurs dont on parle, souvent. Et ça pose problème. Donc aujourd'hui, on devrait pouvoir peut-être venir à 9h et rentrer à 16h. Mais situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mesure exceptionnelle, bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit 8h, 8h30, et 16h, 16h30 au lieu de 17h. Et maintenant, essayer de motiver les gens dans le sens de la prise en charge de ces questions de retard qui expliquent les lenteurs administratives dont on parle. Alors que réellement, parfois, ce n'est même pas des lenteurs. C'est qu'on n'est pas entré dans le système pour comprendre qu'il n'y a pas réellement de lenteur. L'autre question, c'est au niveau du travail, la question du droit au retrait de l'agent lui-même. Parce que quand l'employeur ne met pas en place l'ensemble du dispositif qui doit permettre la protection de l'agent a le droit de se retirer. Peut-être que notre droit n'est pas encore consacré à cet aspect-là. En réalité, il faudrait que l'employeur mette en place un système de protection de l'agent qui est face à cette pandémie. Oui, mais il y a aussi le télétravail. Donc, oui, j'ai essayé de faire une réflexion sur le télétravail, on en parle, oui. Mais le télétravail pose aussi des problèmes d'efficacité du travail. J'ai vu un poste où on a demandé à quelqu'un d'ouvrir le fichier et de lancer le fichier. Il a pris un dossier qu'il a jeté par terre. Vous voyez. Donc ça, c'est un problème déjà de nivellement, de compréhension des enjeux et de nivellement, d'harmonisation des pratiques. Donc le télétravail devrait permettre aux gens de disposer de terminaux chez eux d'abord. Et ensuite, d'avoir un Wi-Fi pour pouvoir se connecter et prendre les dossiers bien chargés, de les exploiter à temps. Parce qu'il y a une question de communication de données. Si, par exemple, le télétravail responsabilise quelqu'un chez lui, celui-là est perturbé par les membres de sa famille, ou bien un événement dans le quartier, il ne pourra pas suivre. Et s'il ne suit pas, il va bloquer. Ces données vont bloquer le système. Donc ça pose un problème déjà de blocage. Et au niveau de ce télétravail toujours, parce que pour toute pratique, il faut des valeurs. Les gens n'ont pas eu le temps de se préparer pour ce travail virtuel qui pose problème. Vous voyez. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire. Et pédagogiquement, je sais qu'il y a beaucoup de manquements. Je viens d'en évoquer un tout à l'heure. Mais pédagogiquement, je ne vois pas comment un bon enseignant, parce que l'interactivité entre élèves et maîtres, rien ne peut la remplacer. Tout dépend de la situation. Et cette situation ne peut plus permettre justement la poursuite des enseignements dans les écoles, dans les universités. Il faut systématiquement trouver une solution. Et pensez-vous que cette solution qui a été trouvée de procéder par un téléenseignement n'est pas justement la meilleure solution? Bon, pour moi, peut-être pas. Parce que pour les classes d'examen, en fait, on pouvait scinder la classe en deux, comme les double flux. Faire venir les élèves donc par groupe A, groupe B,
Et s'ils viennent par groupe... En observant la distanciation sociale, avec les masques et tout ce qu'il y a comme risque. Évidemment. Éviter comment? Les classes d'examen seulement seraient concernées. On aurait mieux les préparer et ça devrait pouvoir permettre à ces élèves de se dire, d'éviter le relâchement à la maison. Parce que souvent, quand l'élève n'est pas encadré, quand les parents ne sont pas très rigoureux... Mais ils sont encadrés par le biais du téléenseignement. Oui, mais ce n'est pas un élève qui peut avoir une présence absente dans une classe. Il y a aussi la télévision qui est utilisée, les radios et autres. Oui, mais ça peut. Oui. Je sais que l'image galvanise, bien sûr. Mais ceux qui sont envoyés par leurs parents, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ceux qui doivent s'adonner à des travaux ménagers, ils n'ont pas le temps pour ça. Parfois, il y a des contingences au niveau de la maison qui font que les élèves ne peuvent pas suivre régulièrement. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi. Si l'enfant doit étudier, il faut le laisser justement apprendre. Justement, tous les parents ne comprennent pas ces enjeux. Quelque part, à qui imputer cette responsabilité alors? À tout le monde, à tous les acteurs au niveau du système. Parce que en fait, chacun a sa responsabilité par rapport à ça. Vous voyez, l'élève qui fait le parent qui fait de l'école une garderie, l'élève qui fait de la maison un échappatoire aux contraintes scolaires, et j'en passe. Vous voyez, l'État qui a un problème peut-être pour assurer les moyens didactiques à l'ensemble du système scolaire. Tout ça, c'est des problèmes que nous vivons. Et en plus, maintenant, il faut prendre en charge, après le système scolaire, les institutions sanitaires. Vous voyez. Et c'est là où vraiment j'ai apprécié quand même le discours du président de la République le 3 avril, qui n'a pas insisté sur cette question de prise en charge des institutions scolaires, sanitaires, où il faut construire beaucoup d'hôpitaux ou de postes de santé. Ensuite, recruter un personnel. Tout le monde sait que ce personnel-là est constitué de ressources humaines valables. Mais il faut, même si la qualité est suffisante, la quantité ne l'est pas, ne répond pas. Vous voyez. Donc, pour ces systèmes sanitaires, pour ces institutions sanitaires, donc c'était le moment de prendre en charge ces questions et de jeter les perspectives pour la prise en charge de la question sanitaire en évaluant, bien sûr, le plateau technique médical du Sénégal. Oui, mais alors, justement, dans cette même rubrique, pensez-vous que l'État dispose d'assez de marge si toutefois la pandémie persiste? Évidemment, oui et non. Oui, parce que on a pu s'adapter au fait qu'on a réquisitionné les hôtels pour prendre en charge des gens à mettre en quarantaine. On a essayé de mettre en place des barrières, mais il y a un soubassement social, économique et culturel qu'il faut prendre en charge. L'implication des secteurs de l'industrie, la fourniture de gel, confection de masques, même si l'on sait que certains masques de nos tailleurs n'ont pas de cire, il faut l'accepter, ça vaut mieux que rien. Ensuite, responsabiliser les chefs de quartier. Je le disais tantôt, faire que les religieux se prononcent parce qu'ils sont bien écoutés. Ensuite, orienter les débats vers la solution. Parce qu'au Sénégal, il y a un mal, c'est que les gens, ils parlent beaucoup, ils agissent peu. Alors que ça devrait être le contraire. Alors, les coûts de nos produits sont-ils aussi raisonnables? Vous voyez. Quand en janvier, on pouvait acheter un paquet de 50 masques à 4 000 francs, parce qu'avant ça coûtait 1 500, aujourd'hui ça coûte 23 000, qui est à la portée de ces trucs-là, qui a les moyens de s'acheter cela. Ce qui fait que la marge de manœuvre de l'État, elle est là, mais elle est très limitée. Elle est limitée et ça explique, je le disais tantôt, l'inquiétude de nos professionnels de santé. Oui. Mais oui, pour rappeler à nos auditeurs, il est notre invité, Marie Diouf. Marie Diouf est consultant formateur en management des organisations. Alors, Monsieur Diouf, aujourd'hui, quel réaménagement nécessaire, selon vous, pour maintenir
le cap de la croissance? C'est intéressant cette question. Il faut de l'agilité technologique, technique et autres, mais l'essentiel est que l'État doit accompagner nos entreprises, accompagner les PME, PMI, et encadrer les start-up dans notre pays. Parce que, évidemment, le développement industriel passera nécessairement par les start-up, PME, PMI, ensuite, grandes entreprises. Mais aujourd'hui, il est question de prendre en charge ce qu'il est convenu d'appeler l'économie de la décroissance, au niveau international d'abord, et au niveau national. Ça nous permettra de repenser le PSE pour une relance économique et la préparer. Et pour cela, il faut l'adapter à ce contexte. Et c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer cela pour que la relance ne soit pas difficile. Vous voyez, il ne faut pas attendre que tout s'arrête pour relancer. Il faut enchaîner. Pendant qu'on est en période de résilience, il faut aussi voir dans quelle mesure il faut réadapter ce PSE-là pour la prospective. Alors oui, réadapter ce PSE pour la prospective. Nous parlons justement de cette sortie, la dernière du chef de l'État, qui d'abord, dans un éditorial, appelle à un sursaut de l'Afrique. Comment analysez-vous ce souhait émis par le chef de l'État? J'espère qu'il a raison. Il a parfaitement raison. Parce que il y a un sociologue suisse qui disait que l'Afrique est un mendiant assis sur une mine d'or. Et la crise est une opportunité justement pour notre continent. Parce que le sevrage est là avec les Occidentaux qui n'en peuvent plus, qui sont débordés, qui ont des problèmes. C'est le moment de couper le lien, le cordon ombilical qui nous dit. Et compter sur les forces de l'Afrique pour relever les défis. À partir du génie de l'Afrique, à partir du dividende démographique de l'Afrique, on pourrait prendre en charge ces questions-là. Et ce sursaut de l'Afrique devrait d'abord passer par un sursaut national. Vous voyez. Et ça devra nous permettre de repenser l'agenda 2063, qui est un instrument économique et social durable, élaboré et qui connaît des problèmes de prise en charge. Mais il y a aujourd'hui la réalité de cette demande d'annulation de la dette africaine. Vous avez suivi la réponse du G20? Oui, en fait, nous devrions aller dans le sens de l'annulation de cette dette qui a été plusieurs fois payée. Et si on fait l'évaluation à partir de ce qui a été emprunté, à partir de ce que nous avons payé, il faut maintenant avoir des arguments force à opposer au G20 pour l'annulation, pour l'effacement de cette dette-là, en réalité. Et je crois que là, le président a parfaitement raison. Oui, mais ils n'ont pas encore la réponse favorable. Justement, mais il faut continuer de se battre pour cela. Oui, de se battre pour cela. Mais cette dette africaine, ce n'est pas la première fois que, justement, des chefs d'État demandent l'annulation de cette dette. Bon, en fait, on a même connu sous le président Wade l'effacement de la dette. Et en fait, là aussi, se pose un problème de gouvernance, ce qui fait que l'argent qui devrait servir à la dette devrait être réinvesti, pour qu'on puisse voir réellement l'impact et l'incidence sur le développement économique. Mais bon, ce n'est pas le cas, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester là à nasiller sur ces questions-là. Et il faudrait qu'on avance. Et avancer, ça veut dire se battre pour l'effacement de cette dette et aussi mettre en place une stratégie d'investissement durable et rentable de ces fonds-là qu'on va gagner. En fait. Oui, mais justement, en parlant de géopolitique, vous avez suivi les menaces de suspension de l'État américain et l'appel à la relance des activités économiques de Donald Trump. De ce point de vue, ces décisions vous semblent-elles opportunes, surtout pendant que tout le monde parle de solidarité et d'entraide mondiale? Vous savez, Trump est un sujet atypique, en réalité. On l'a vu bouder des congrès et autres. Alors que, en fait, il devrait pouvoir intervenir d'une manière à ce que on puisse consolider cette solidarité-là. Parce que aujourd'hui, il nous revient de valoriser le capital humain partout où nous allons. Parce que
l'économique est un enjeu majeur, mais l'économique sans la centralité de l'homme pose problème. Parce que c'est l'homme lui-même, avec la dextérité requise, avec l'habileté, qui va tenir les comptes. C'est avec cette dextérité et cette habileté qu'il va bien entretenir et travailler avec la technologie. Mais si nous avons des mains inexpertes, c'est évidemment la technologie va boitiller, les fonds aussi, le capital va fondre. Ce qui fait que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de solidarité où il faut remettre l'homme dans l'humaine condition, avec des solidarités agissantes qui devraient permettre à l'Occident, aux pays occidentaux et à nos pays du Sud de se retrouver dans une collaboration où il y a un respect mutuel qui devrait pouvoir permettre d'agir ensemble, faire des co-constructions, aller ensemble pour pouvoir d'abord minorer les déficits que nous avons, parce qu'aujourd'hui on parle de pays développés, et face à la pandémie, on a vu que les gens n'ont pas pu répondre, trouver des solutions rapides à cette pandémie-là. Oui. Ça veut dire qu'ils ont des limites. Oui. Donc quel est leur niveau de développement au plan sanitaire? Aujourd'hui, je crois qu'avec ces chutes, on a pu se rendre compte qu'il faudrait une collaboration entre le Sud et le Nord pour nous permettre de pouvoir replacer l'homme dans sa dimension, requalifier l'homme, le prendre en charge pour permettre la prise en charge justement des questions de solidarité, des questions d'humanité, des questions d'humanitude même, j'allais dire, qui devraient permettre aux États d'avancer sur ces questions. Alors, relativiser face aux certitudes les interventions médiatiques du président de la République. Vous avez suivi sa dernière sortie. Alors, selon vous, Macky Sall, par rapport à ces sorties médiatiques, ces sorties ne signifient-elles pas un désir de leadership diplomatique pour le Sénégal? Parfaitement. Vous avez une bonne perception. Parce qu'en fait, Monsieur le Président de la République veut faire avancer un leadership à deux dimensions. Dimension diplomatique à l'international, mais dimension nationale aussi. Si vous vous suivez bien l'actualité en tant que journaliste, vous vous rendez compte que ce qu'il avait perdu au niveau du dialogue national, il est en train de le récupérer avec cette pandémie. Ça veut dire qu'il va de plus en plus s'affirmer. Et c'est la continuité de toutes les initiatives qu'il a prises dans ce sens-là, qu'il a eu à mener pour régler les contentieux politiques et avoir des dividendes politiques. Maintenant, au plan de la diplomatie, évidemment, il faudrait consolider cette diplomatie sénégalaise qui est bien vue à l'extérieur et qui aujourd'hui fait que même les Sénégalais qui l'ont vécu dans les forats internationaux, il suffit tout simplement de se présenter, de dire son nom et de dire que je suis du Sénégal pour que les gens vous prêtent une attention particulière. Ça veut dire que toutes les initiatives, tous les acquis diplomatiques que nous avons, aujourd'hui le président voudrait les consolider par cet élan-là. Et par cela, je crois que c'est déjà salutaire. Alors, M. Marie Diouf, consultant, formateur en management des organisations, entre ces deux surpriorités, devrais-je dire, entre le combat contre la propagation du virus et la distribution des denrées de première nécessité, où se joue l'essentiel aujourd'hui? L'essentiel, je crois que c'est d'abord et surtout ne pas perdre de vue la rupture de la chaîne de contamination. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Parce que casser cette chaîne de transmission, oui. Effet collatéral. Oui. Vous voyez, c'est des effets collatéraux que nous avons, et ces effets collatéraux ne doivent pas nous faire perdre l'essentiel, à savoir combattre le virus pour pouvoir faire revenir le fonctionnement de l'État, faire revenir le fonctionnement de la société et faire réépouser les contours du fonctionnement de notre société. Relancer l'économie. Relancer l'économie parfaitement, parce que nous avons fait une incursion là-dessus. Et il le faut, mais sans la santé, je crois qu'il ne sera pas possible.
Et tant que le virus est là, ce sera une sorte d'épée de Damoclès sur nos têtes et on ne pourra pas travailler correctement dans une situation anxiogène qui fait que aujourd'hui, les gens n'ont pas toujours peur, mais à chaque fois qu'on parle de mort ou on parle de si à côté ou dans votre cité il y a un cas, déjà les gens sont carrément effrayés, c'est la panique, c'est la débandade. Ce qui fait que l'essentiel aujourd'hui, c'est la lutte. Donc, assurer la communication, la réussir avec tout ce qu'il est convenu d'appeler acteurs de la société, à savoir les travailleurs sociaux, les psychologues, les sociologues, etc. etc. Pour vous, le véritable travail vraiment est sorti de l'hôpital avec ces cas communautaires? Effectivement, depuis qu'on a commencé à avoir des cas communautaires, le travail n'est plus un travail d'hôpital, mais c'est un travail de société. C'est devenu un phénomène de société. Et je dirais même, je vais emprunter le terme aux sociologues, c'est un phénomène social total qui fait intervenir l'ensemble des sensibilités, des dispositions, etc., au plan psychologique, au plan sanitaire, au plan agricole, etc., etc. Parce qu'on n'en a pas parlé en réalité, mais pour la prospective, la prise en charge des questions agricoles, parce qu'il a commencé à pleuvoir en ces périodes, justement, le Wolof les appelle pluies. Ces pluies-là sont des rëcc. Ce pas des hugues qui interviennent en janvier et autres. À partir du mois d'avril, c'est rëcc parce que ça précède les pluies réelles. Donc, on devrait pouvoir se préparer aux semences et autres. Est-ce qu'on va pouvoir distribuer correctement nos semences avec cette situation? Donc, cela veut dire que nous sommes dans une complexité qui fait qu'il faut se battre sur beaucoup de fronts pour ramener les équilibres nécessaires. Tout est dans l'organisation. Effectivement. La bonne organisation. Vous avez parfaitement. Comment la structurer? Justement. La parole s'adresse à l'expert que vous êtes. Comment s'organiser? Comment s'organiser? Enfin, c'est pas difficile, c'est difficile aussi. Parce que s'organiser, ça suppose mettre en place un pilotage, une sorte de gouvernance, où le premier critère est la transparence. Ensuite, le leadership. Ensuite, le management. Et enfin, faire intervenir les différentes ressources. Parce que lorsque vous êtes à la tête d'une structure, vous êtes le pilote, vous devez pouvoir, et c'est là où la gestion de la qualité doit pouvoir intervenir, demander effectivement qu'on vous alloue les ressources nécessaires à l'atteinte de vos objectifs. Aujourd'hui, ces questions-là sont d'actualité et il faut y aller carrément. L'organisation doit permettre donc l'utilisation rationnelle de ces ressources et dire en quoi les ressources sont utilisées, avec quels objectifs, quelles sont les attentes, quelles sont les différentes interactions. Et surtout, là où le bas blesse dans notre pays, c'est peut-être cette question d'évaluation des politiques, mais d'évaluation des actions au niveau des services. Vous voyez. Et après évaluation, ce qu'on ne fait pas souvent, il faut aller vers ce qu'on appelle la remédiation ou la correction. Mais quand nous n'évaluons pas, nous ne pouvons pas remédier, nous ne pouvons pas corriger, parce que nous n'avons pas une idée claire de ce que nous devons corriger réellement. Ouais. À César, ce qui appartient à César, aujourd'hui, justement, avec les cas communautaires, il faudrait complètement changer de démarche et s'aligner, s'adapter, c'est réorganiser ce plan de communication, ce plan de travail qui soit adapté à ces cas de transmission communautaire. Effectivement. Pour retenir quoi en définitive? Changer de fusil d'épaule. Oui. Changer de fusil d'épaule, ça veut dire qu'on ne sort pas carrément de l'hôpital, mais on est en plein dans la société. Et être en plein dans la société, cela veut dire que nous devons aller dans un sens, et dans un sens unique. Allier résilience et agilité. Jeter les bases d'une prospective, tout en se disant, il faut combattre ce virus. Parce qu'il y a même un artiste qui en a parlé. Il a fait abstraction de tout. Il dit, l'essentiel, c'est de combattre ce virus. Donc, tous les mécanismes qui vont être mis en place, justement, pour combattre ce virus, avec l'implication de tout le monde,
Parce que j'ai même vu que les syndicats d'enseignants, d'habitude réfractaires, sont en train de se rencontrer, de se réunir pour trouver une stratégie pour rompre cette chaîne communautaire. Et la préoccupation majeure, c'est de faire en sorte que le maillon de la chaîne communautaire soit complètement rompu pour qu'on puisse revenir au fonctionnement global de notre société. Et pour faire respirer justement notre industrie, faire respirer l'école, faire respirer la société. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que sans cette relance, il n'est point de salut. Donc il faut nécessairement aller vers cette relance, tout en impliquant toutes les couches de la société, je dis encore toutes les couches de la société, avec un contrôle social qui est permanent. Maintenant, il faudrait qu'on revienne sur ce couvre-feu. J'ai entendu le président parler de faire l'extension entre 8h et 7h du matin. Bon, quand je sors vers le crépuscule, juste après la prière, avant 20h, je jette un coup d'œil dans la rue. Je me rends compte qu'il n'y a personne. Vous voyez, ça pose un problème. À 20h déjà, c'est comme si on était à 4h, 5h du matin. Vous voyez, ça pose un problème de fonctionnement de notre économie. Parce que quand les gens ne bougent pas, l'économie ne bouge pas. Vous voyez. Et tous les marchés, si vous vous rendez compte, à l'ouverture des marchés, plus vous sortez de Dakar, plus les marchés ferment très tôt. Si les marchés de Dakar ferment à 19h, vous allez à Thiès, ça va fermer à 18h, 17h. Vous allez à Diourbel, ça va fermer à 15h. Vous allez un peu plus loin et les marchés vont fermer juste après midi, à midi. Après que les femmes ont déjà fini de faire leurs emplettes. Vous voyez, donc ça pose un problème. Vous voyez, donc l'extension de ce couvre-feu va poser encore un autre problème. Et le confinement va être extrêmement dangereux pour nos masses qui ont vécu une paupérisation aujourd'hui inqualifiable. Il faut le reconnaître. C'est vrai que la faim est mieux ou est meilleure que le chaos. Parce que quand ça va se propager, généralement, ça va créer un chaos. Mais mettre les gens en famine aussi, ça peut poser problème. Parce que, en réalité, le virus crée des problèmes, mais quand la société elle-même va, après être assiégée, va imploser, mais ce sera encore un autre corona. Et j'appelle justement tous les Sénégalais, à commencer par l'autorité, à se carapacer comme le virus. Parce que corona, ça veut dire une carapace, ça veut dire qu'on doit on doit pouvoir compter sur soi-même, croire en ses propres potentialités. On doit pouvoir avoir cet effet pygmalion qui fait qu'on a la consistance en soi. Donc j'appelle tout le monde à cette consistance en soi et pour permettre justement de prendre en charge ensemble ce combat. Marie Diouf, merci. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection pour rappeler que vous êtes consultant, formateur en management des organisations. Merci encore. Merci, M. Gueye. Mesdames et messieurs, ça en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute avec Maodo Feyda Diano.